Au cœur des débats, l'Assemblée générale de l'ONU, Moscou et Washington s'affrontent autour du statut de Bachar el-Assad, un dossier qui éclipse totalement la question israélo-palestinienne. Plus d'un demi-million de migrants ont traversé la Méditerranée en 2015. C'est ce que révèlent les chiffres de l'ONU publiés aujourd'hui. Face à cet afflux continu, l'Allemagne décide de durcir les conditions d'asile. Et après la crise des déchets, les Libanais se mobilisent cette fois contre le rationnement de l'électricité. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui devant le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Un mouvement qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne citoyenne qui a pris de l'ampleur, vous le verrez, pour dénoncer la corruption politique. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, les leaders mondiaux continuent de se succéder à la tribune des Nations Unies, alors que le dossier syrien était au cœur de la première journée de discours pour cette Assemblée générale. Eh bien, le processus de paix israélo-palestinien n'a pas été mentionné jusque-là. Le président de l'autorité palestinienne doit s'exprimer demain. Il promet de lâcher une bombe diplomatique à New York. Le reportage de Daniel Zeri. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'a pas encore révélé ce qu'il dira lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, mais plus tôt ce mois-ci, il avait fait une promesse. Le discours fera l'effet d'une bombe. Abbas avait refusé d'élaborer, mais les rumeurs courent. Seulement 2 semaines après le 22e anniversaire de la signature des accords d'Oslo, certains disent que le dirigeant palestinien est prêt à y mettre fin et peut-être même déclarer un État palestinien sous occupation israélienne. Ils ont espéré. En effet, les promesses du point de vue palestinien étaient qu'au final, cela mènerait à la soi-disant solution à 2 États. Et ce processus a échoué. Mais à la veille du discours, la question se pose, la bombe d'Abbas va-t-elle vraiment exploser? Selon certains officiels palestiniens, le président pourrait avoir décidé de la désamorcer après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain John Kerry le week-end dernier à New York. Mais certaines choses restent sûres. On s'attend à ce qu'Abbas évoque les tensions sur l'esplanade des mosquées, ce qu'il appelle l'échec d'Israël dans la mise en œuvre des accords avec les Palestiniens et la question des négociations de paix avec Jérusalem. Mais à l'ONU, le dirigeant palestinien a déjà marqué un point. Juste après le discours et selon une récente résolution, le drapeau palestinien sera hissé au siège des Nations Unies pour la première fois. Un acte symbolique, mais les représentants palestiniens espèrent que c'est peut-être un pas de plus vers la reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Dans quel état d'esprit Mahmoud Abbas aborde-t-il ce rendez-vous? Écoutez, Mahmoud Abbas arrive dans une situation complexe pour lui et pour les Palestiniens. Pour lui, d'abord parce que c'est un leader affaibli qui est de moins en moins un peu populaire dans la rue palestinienne, dans les territoires. Du point de vue des Palestiniens, il arrive dans un contexte extrêmement difficile dans lequel eh bien, plus personne ne semble s'intéresser à la cause palestinienne ou au conflit israélo-palestinien. On voit que ni Poutine ni Barack Obama n'ont mentionné ce conflit dans leur discours. Abbas pensait peut-être pouvoir en parler, pouvoir faire raviver la flamme du conflit israélo-palestinien à travers ce qui se passe à Jérusalem, les émeutes sur le mont du Temple et dans la partie est de Jérusalem. Cela ne semble pas avoir pris. Et donc Mahmoud Abbas est dans une sorte d'impasse diplomatique. On est loin de l'enthousiasme qui régnait l'année dernière lorsque les Palestiniens semblaient pouvoir presque faire passer une résolution reconnaissant l'État palestinien auprès du Conseil de sécurité. Il va devoir se contenter d'un geste symbolique de hisser le drapeau palestinien demain devant le palais de Verre. On va bien sûr suivre en direct sur notre antenne ce discours, autre discours qui est très attendu, celui de Benyamin Netanyahou. Il s'est envolé aujourd'hui pour les États-Unis. On a l'habitude de voir un Benyamin Netanyahou qui crée la surprise. Est-ce que cette fois-ci également, il va nous surprendre, Benyamin Netanyahou? Oui, Benyamin Netanyahou ne devrait pas surprendre. Il va faire un discours. On parle d'un discours en puissance, affirment ses proches conseillers. On sait qu'il devrait parler. D'abord, il faut rappeler qu'il va intervenir ce discours vers la fin de l'Assemblée générale, alors que la plupart des leaders seront déjà partis. Il va pouvoir réagir aux autres discours. Alors, il va pouvoir réagir aux autres discours, mais il va surtout évoquer les 2 grands dossiers à l'ordre du jour. Le dossier du nucléaire iranien, expliquer pourquoi les Israéliens sont très inquiets face à l'accord
de Vienne et pourquoi il a dû le défendre jusqu'au bout, y compris devant l'administration américaine. Et le deuxième dossier, eh bien, ce sera le dossier du conflit israélo-palestinien. Il veut en parler et expliquer pourquoi, eh bien, qui attise l'attention sur le mont du Temple. Il affirmera que ce sont les Palestiniens et que les Palestiniens, d'une certaine manière, font tout pour attiser l'attention sur le mont du Temple. Et il expliquera pourquoi lui, eh bien, d'une certaine manière, il veut essayer d'enclencher un règlement. Il avait proposé, il y a 15 jours, une rencontre avec Mahmoud Abbas. Et ce qui est intéressant, puisqu'on a parlé de Mahmoud Abbas tout à l'heure, c'est que Mahmoud Abbas aurait été d'accord de rencontrer Binyamin Netanyahou, selon certaines informations, et que c'est un homme qui a torpillé cette rencontre, ni plus ni moins que John Kerry, qui, lors de la rencontre il y a quelques jours à Paris avec Mahmoud Abbas, eh bien, aurait opposé un veto à cette rencontre. Alors qu'il a tant fait, il semble que d'une certaine manière, les Américains ne veulent pas avoir à traiter à nouveau du conflit israélo-palestinien. Ils ne croient pas en un règlement prochain de ce conflit. Ils veulent se concentrer, se focaliser sur le problème syrien et l'avenir de Bachar el-Assad. Et donc, ils ne veulent pas apparemment de remous de ce côté-là, ce qui semble donc être paradoxal. Il pourrait y avoir donc une initiative, des tentatives. Il y a eu des tentatives. On a parlé d'une rumeur, d'une rencontre, peut-être même le soir de Kippour, à Jérusalem, entre Mahmoud Abbas et Binyamin Netanyahou. Des rumeurs qui ont circulé. Eh bien non, de ce côté-là, on dit, on est en train de voir peut-être qu'il y a une amorce d'un dialogue entre les deux leaders israéliens et palestiniens. On a peut-être même envisagé qu'une rencontre à l'ONU, mais cela ne devrait pas se faire. C'est peut-être l'option dont on parle maintenant, alors que, on va dire, l'ensemble de la communauté internationale se désintéresse du conflit israélo-palestinien. En tout cas, s'il n'y a pas la paix avec les Palestiniens, il y aura peut-être la paix avec des pays arabes. C'est du moins le souhait qu'a émis Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien. Alors c'est très intéressant ce que dit Abdel Fattah al-Sisi. Il affirme qu'il faut effectivement, nous sommes dans une possibilité de règlement régional. Il reparle du plan de règlement régional et il parle surtout aussi du fait qu'il faut régler le conflit israélo-palestinien pour, d'une certaine manière, désarçonner les mouvements islamistes, que ce soit le Al-Qaïda ou que ce soit Daesh. Al-Qaïda, Sisi a fort affaire avec lui dans la péninsule du Sinaï, et d'une certaine manière, il affirme que si on règle le conflit israélo-palestinien, eh bien cela saperait l'argumentaire de ces organisations terroristes. C'est un point de vue intéressant, surtout lorsque l'on voit que, justement, les grandes puissances, l'Amérique et la Russie, se désintéressent de ce conflit. Peut-être que, comme je le disais, on se dirige vers des tentatives de règlement régionaux, à l'échelle régionale, avec peut-être un poids important de Al-Sisi dans un enclenchement d'une reprise de négociation. Merci beaucoup Daniel Eric. Et puis vous évoquez ces tensions au mont du Temple. On va justement en parler car les affrontements sur l'esplanade des mosquées se poursuivent à Jérusalem. La police israélienne indique avoir identifié un noyau dur de 30 à 50 individus fauteurs de troubles. Les Palestiniens, eux, appellent à une réunion d'urgence de la Ligue arabe. Explication Mathias Inbar. D'un côté, des violences de jeunes Palestiniens, de l'autre, des policiers israéliens qui répliquent aux jets de pierre et cocktails Molotov par des tirs de grenades assourdissantes. Au cœur de ces discordes, le mont du Temple ou esplanade des mosquées, le lieu saint, est régi depuis 1976 par des règles tacites. Les musulmans y ont accès quand ils le souhaitent, les juifs seulement à certaines heures et sans avoir le droit d'y prier. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou n'a cessé ces dernières semaines de répéter qu'il n'a aucune intention de remettre en cause ce statu quo. Mais depuis plusieurs années, certains groupes de juifs religieux militent pour avoir le droit de prier sur l'esplanade, considérée comme l'endroit où se dressait le second temple. Et les musulmans de leur côté craignent qu'Israël tente de fait de réserver l'accès aux juifs à certaines heures de la journée. Face à plusieurs dizaines de jeunes encagoulés, la police israélienne s'est déployée sur les lieux pour y faire rentrer plus de 700 visiteurs, dont plus de 90% de touristes, poussant les jeteurs de pierres à se réfugier dans la mosquée d'Al-Aqsa, où plusieurs autres s'étaient déjà retranchés depuis dimanche. Les affrontements se sont propagés dans les rues de la vieille ville et ont encore fait ce lundi plusieurs dizaines de blessés, dont un policier israélien. Voilà pour la situation entre Israéliens et Palestiniens. Mais je vous le disais, c'est bien le dossier syrien qui était au cœur des débats à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, avec un acteur incontournable, la Russie, qui profite de la confusion occidentale. Vladimir Poutine redistribue donc les rôles dans le dossier et conforte Bachar al-Assad. Il propose une large coalition antiterroriste. Elle permettrait, selon lui, de terrasser les djihadistes de l'État islamique. Explication Maxime Pérez que l'on retrouve tout de suite après.
Une dizaine de secondes à peine pour immortaliser une poignée de main tendue, mais sans la moindre esquisse de sourire. Entre Vladimir Poutine et Barack Obama, l'heure n'est pas tout à fait à la détente, mais sur le théâtre syrien, les deux chefs d'État savent qu'ils n'ont d'autre choix que de coopérer. Et si l'ennemi commun se nomme Daesh, une question demeure, sous quel étendard se poursuivra la lutte contre l'organisation djihadiste ? Vladimir Poutine, pour qui la coalition dirigée par les États-Unis a lamentablement échoué, veut prendre les choses en main, sans abandonner son principal allié, le président syrien Bachar el-Assad. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président syrien Bachar el-Assad combattent réellement l'État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. Le pic n'est pas du goût des Occidentaux qui rejettent toute équation incluant le maintien au pouvoir du dictateur syrien. Côté américain, Barack Obama n'exclut pas des concertations avec la Russie et l'Iran. Mais le président démocrate rappelle aussi que le dossier ukrainien ne plaide pas en faveur de Moscou. Nous ne pouvons rester sans rien faire quand la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une nation sont violées de façon flagrante. Si cela arrive sans conséquence en Ukraine, cela pourrait arriver à n'importe quelle autre nation. Ceci est à la source des sanctions que les États-Unis et nos partenaires imposent à la Russie. Nous ne souhaitons pas un retour à la guerre froide. Interviewé par la télévision américaine lundi soir, Vladimir Poutine n'a pas exprimé le moindre signe d'ouverture à l'égard des Occidentaux. Au nom de la lutte contre le terrorisme, le président russe veut imposer sa réelle politique au Moyen-Orient, une région dans laquelle les Américains pourraient être contraints de se réinvestir s'ils ne veulent pas perdre définitivement toute influence. Pour laisser donc la place à la Russie, on en parle avec Maxime Pérez, Dror Even Sapir. Bonsoir. Alors en se plaçant au centre de ce jeu syrien, Vladimir Poutine a réussi à sortir de son isolement diplomatique. Bien évidemment, parce que Poutine nuit sur les peurs des Occidentaux, la peur de l'État islamique dont les progrès sont constants sur le terrain, et puis également la peur de l'afflux de réfugiés. Poutine semble être le seul à faire pencher la balance d'une manière très nette du côté syrien. Maxime va nous en parler, pas en envoyant les soldats russes combattre sur le terrain les djihadistes du Daesh, mais en armant l'armée syrienne, en l'équipant d'une manière pour qu'elle puisse lutter plus efficacement contre les djihadistes. Et puis, Poutine profite de la valse hésitation des Américains, profite du manque de lisibilité de la politique américaine dans le dossier syrien, de la volonté des Américains de ne pas trop se mêler des affaires syriennes et moyen-orientales, et Poutine est présent, les Russes sont présents en Syrie, et cela, ça plaît même aux pays arabes qui sont les plus pro-occidentaux, l'Égypte, l'Arabie Saoudite notamment. Alors une présence militaire et la Russie qui n'exclut pas les frappes aériennes, Maxime. Oui, alors on n'y est pas encore, mais néanmoins, contrairement à ce que laissait entendre tout à l'heure Laurent Fabius, qui a déclaré que les Russes parlaient beaucoup mais n'agissaient pas, pour l'instant, les Russes ont officiellement déclaré la guerre à Daesh. Ils souhaitent bâtir une nouvelle coalition pour anéantir cette organisation djihadiste. Il y a d'importants renforts aériens, on le sait, qui ont été déployés dans la province de Latakia la semaine dernière. Le tout assorti d'un plan de sortie de crise qui a été présenté dans les couloirs de l'Assemblée générale de l'ONU hier et avant-hier, à l'occasion des grands discours qui se sont tenus à New York. Donc on peut penser que la Russie veut jouer les premiers rôles et qu'elle joue aussi sa crédibilité, que sa crédibilité va aussi se jouer donc dans les prochaines semaines. Ce que dit pour l'instant Vladimir Poutine, le président russe, c'est qu'il ne souhaite pas d'intervention terrestre. Il n'y a pas de plan pour une offensive terrestre en Syrie, mais cela sous-entend qu'il y a en revanche des plans pour une action aérienne, et que cette action aérienne, elle peut profiter à l'armée d'Assad, elle peut même être coordonnée avec les forces du régime pour leur permettre de reprendre du terrain aux djihadistes. On verra si c'est un coup de bluff de la Russie. Peut-être que les Occidentaux n'y croient pas encore, mais en tout cas, évidemment, une intervention russe, et peut-être même unilatérale, compliquerait le positionnement régional de l'Europe et des États-Unis en Syrie. Voilà, les États-Unis qui s'affrontent, Dror Even Sapir, avec le président Vladimir Poutine sur le statut notamment de Bachar el-Assad. Où est-ce que se situe Israël dans cette équation ? Alors écoutez,
Lorsque Poutine a fait part de son inquiétude après l'intervention israélienne, la énième intervention israélienne sur le territoire syrien suite au tir sur le Golan, il a eu cette petite phrase tout à fait remarquable de la part d'un leader russe: nous respectons les intérêts d'Israël, nous respectons les intérêts d'Israël en Syrie. De la part d'un leader russe ou bien évidemment soviétique, anciennement, c'est absolument inédit ce genre de phrase. La Russie reconnaît qu'Israël a des intérêts en Syrie et que donc elle les prend en compte, elle les prend en considération. Donc du point de vue israélien, c'est une bonne chose. Ça signifie que la Russie, qui est certes présente en Syrie, reconnaît une certaine légitimité à Israël dans la région. Et peut-être qu'on peut conclure de cette petite phrase que les Russes empêcheront les Syriens ou demanderont aux Syriens de mettre un terme au transfert d'armes au Hezbollah. Le revers de la médaille, c'est que tout cela ne fait que renforcer l'ennemi principal d'Israël dans la région, à savoir l'Iran. Alors en tout cas, vous l'avez dit, la Russie qui défend les intérêts sécuritaires d'Israël, mais en même temps formule des critiques à propos de ces raids présumés israéliens en Syrie. Ce sont plus que des raids présumés. L'armée israélienne qui a bombardé des positions de l'armée russe, de l'armée syrienne, dans la province de Kounitra, en réponse à des tirs de roquettes sur le territoire israélien. Très clairement, c'est un petit peu embêtant. Ça tend à prouver que Moscou ne souhaite pas trop qu'Israël s'ingère dans les affaires syriennes, même si Moscou semble reconnaître les intérêts d'Israël, en tout cas au moins à sa frontière. Le problème, c'est que ces frappes affaiblissent évidemment l'armée d'Assad et que toute la logique d'action de la Russie aujourd'hui, c'est de renforcer ce même régime, de renforcer l'armée d'Assad. Et puis il faut préciser que dans la région de Kounitra, il y a une offensive actuellement de la rébellion pour déloger définitivement les forces loyales à Bachar el-Assad. Maintenant, il faut aussi préciser que Israël s'inquiète pareillement des armes qui sont livrées à l'armée d'Assad. On peut parler de systèmes aériens SA-15 et SA-17 qui n'ont strictement rien à voir avec la lutte contre Daesh, puisque ce sont des armes antiaériennes. Et puis surtout, on pourrait parler des avions Sukhoi, des avions de bombardement de longue portée et des avions qui sont surtout conçus pour le combat aérien. Alors contre qui ? Certainement pas contre les États-Unis, peut-être contre Israël si les Israéliens s'aventurent trop dans l'espace aérien de Syrie. Donc voilà des points qui inquiètent assez sérieusement les responsables israéliens. Maxime Perez, merci pour ces explications. Et puis on le disait, Vladimir Poutine qui tente de justifier la nécessité d'une coalition contre Daesh avec la menace de la crise migratoire. Eh bien, elle gagne en ampleur. Plus d'1 demi-million de migrants et réfugiés sont arrivés cette année en Europe en passant par la Méditerranée. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par l'ONU aujourd'hui. En première ligne dans cette crise, l'Allemagne qui continue de peaufiner sa politique car le gouvernement allemand a approuvé aujourd'hui en Conseil des ministres plusieurs mesures face à l'afflux record de réfugiés avec un objectif, durcir les conditions d'asile, comme nous l'explique Julia Galancia. Face à l'afflux record de réfugiés, le gouvernement allemand vient de durcir certaines conditions du droit d'asile. Les mesures adoptées en Conseil des ministres vont être examinées au Parlement. Elle prévoit en particulier de déclarer 3 pays supplémentaires des Balkans de l'Ouest comme pays d'origine sûre, l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro. Objectif, pouvoir renvoyer leurs ressortissants demandeurs d'asile plus facilement chez eux. Au premier semestre 2015, près de 40% des demandeurs d'asile étaient originaires de ces pays, alors que leur chance de voir leur demande acceptée est inférieure à 1%. Cette présence en nombre ralentit aussi le processus d'examen des demandes de Syriens ou d'Irakiens qui ont au contraire de grandes chances de voir leur dossier accepté. À Paris ce mardi, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a rappelé que l'accueil des réfugiés était une ardente obligation de l'Europe. Les réfugiés méritent notre solidarité. Je sais bien que c'est un énorme problème pour les collectivités municipales, même pour les très grandes villes, pour les pays pris dans leur ensemble. Mais c'est une exigence de cœur à laquelle nous devons nous soumettre. C'est une ardente obligation de l'Europe d'accueillir les réfugiés. Mais l'Allemagne s'attend à accueillir jusqu'à 1 million de migrants cette année, un chiffre record qui met à mal les capacités d'accueil du pays. Un chiffre qui suscite aussi la grogne dans les rangs de la famille politique conservatrice de la chancelière Angela Merkel. En contrepoids à la générosité affichée sur l'accueil des migrants, Berlin entend donc se montrer plus ferme sur l'expulsion des demandeurs déboutés et sur les conditions de l'asile, aux grandes dames de certaines organisations non gouvernementales.
Et on en parle justement avec Jean-Marc Lilling, avocat spécialisé dans le droit d'asile. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, Berlin qui veut durcir les conditions de l'asile en Allemagne alors que le pays affiche en même temps sa générosité sur l'accueil des migrants. Il s'agit de faire contrepoids. Il s'agit de faire contrepoids en fait contre un afflux énorme de personnes. Encore une fois, peut-être d'avant tout de faire une distinction claire entre ceux qui sont des migrants économiques avant tout, qui évidemment ont des raisons de quitter leur pays, mais l'asile est censé avoir un poids différent. C'est en fait des gens qui essayent de sauver leur vie en quittant leur pays, en venant dans les pays d'Europe. Donc de renforcer la crédibilité des procédures qui visent à distinguer les uns des autres et à donner priorité à ceux qui se sauvent pour leur vie, notamment en ce moment les réfugiés syriens. Contrairement aux pays d'Europe qui sont considérés comme plus sûrs, il peut y avoir beaucoup de raisons qui poussent des gens à quitter leur pays, mais pour l'instant l'Europe, comme une grande partie des pays occidentaux, cherche à donner priorité aux réfugiés avant tout, aux demandeurs d'asile qui fuient les dangers dans leur propre pays. Oui, c'était la politique qui a été affichée jusque-là. En tout cas, ces mesures, elles prévoient également des restrictions sur les prestations aux réfugiés. Ils recevront des services plutôt que de l'argent en liquide. Alors certaines ONG dénoncent une loi de refus de l'intégration. Vous êtes d'accord ? Écoutez, la moindre des choses qu'un pays se doit de faire pour des demandeurs d'asile, tant qu'ils n'ont pas été reconnus en tant que réfugiés, c'est de leur donner la possibilité de vivre avec un minimum de dignité dans les pays d'accueil, en attendant d'être, encore une fois, soit reconnus, soit pas reconnus. À partir du moment où les personnes qui sont arrivées dans un pays lambda disposent d'accès à des soins, à la nourriture, avoir un toit sur leur tête, on ne peut pas forcément demander à un pays de faire beaucoup plus. Et en effet, les prestations, au lieu de donner simplement de l'argent, peuvent être un certain frein pour ceux qui viendraient pour des raisons économiques de manière plus stricte. Donc, tout est justifié à partir du moment où la procédure est juste, où elle est efficace, où elle est éventuellement rapide, ce qui est rarement le cas, et en tout cas qui n'empêche pas aux personnes arrivées dans le pays de vivre avec un minimum de dignité. De toute façon, la situation en Allemagne, puisqu'on parle de l'Allemagne principalement, est nettement meilleure que dans les pays qu'ils ont traversés jusqu'à leur arrivée en Allemagne, et certainement meilleure que leur situation en Syrie ou en Afrique pour ceux qui viennent d'Afrique. Merci pour cette réaction, Jean-Marc Lilling. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste du droit d'asile. Et toujours à propos de ce dossier, cette question, la Hongrie va-t-elle totalement fermer sa frontière comme elle le laissait entendre vendredi? Au contraire, envisager la création d'un corridor qui laisse les migrants traverser le pays sous l'entière responsabilité de l'Autriche et de l'Allemagne? Eh bien, une chose est sûre, rien ne semble arrêter le flux des réfugiés. Au point de passage de Zakani, à la frontière croate, ils sont des centaines, parfois des milliers, à transiter sous la très haute surveillance de l'armée et de la police hongroise. Explication, Julia Galancia. Sur le quai de la gare de Zakani, soldats et policiers en gilet fluorescent sont postés devant chaque wagon. Tous les jours, ils accompagnent le train qui part au ralenti. Nous sommes dans le sud-ouest de la Hongrie, tout près de la frontière croate. Pour les migrants, l'Autriche ne paraît déjà plus très loin. Les bénévoles viennent de tout le pays pour les aider. Pour être honnête, ils sont heureux d'être en chemin. Bien sûr, certains d'entre eux demandent plus d'attention que d'autres, comme ceux qui voyagent avec des bébés. Ils demandent du lait et ont besoin d'un autre genre d'aide humanitaire. Mais je dirais que la majorité d'entre eux est contente d'être en chemin, de se rapprocher de leur destination. Mais ce principal point d'entrée en Croatie a rapidement été saturé. Les migrants empruntent depuis 3 jours un autre point de passage, Bapska, au nord de Tovarnik. Ici, l'armée hongroise a mis les moyens pour surveiller les migrants. Car la crise migratoire gagne en ampleur. Plus d'1 demi-million de migrants et réfugiés sont arrivés en Europe cette année. Vous pouvez constater que tout le monde pense uniquement à fuir, à s'en aller, parce que 5 ans de guerre, c'est vraiment difficile. Comme la plupart des capitales d'Europe de l'Est, Budapest ne veut pas de migrants. Après avoir fermé sa frontière avec la Serbie à la mi-septembre, la Hongrie les laisse encore passer par la frontière croate. L'objectif est clair, les faire transiter rapidement vers l'Autriche. Mais jusqu'à quand? Viktor Orban a d'ores et déjà annoncé qu'il entendait fermer aux migrants la frontière croato-hongroise, une déclaration qui passe mal auprès des autorités croates.
Il est pratiquement impossible de retenir ce triste flot de personnes, d'arriver. Ce serait une menace, ce serait mauvais. Je ne vais pas parler à Orban. Je me demande qui parle encore avec lui. Régulièrement critiqué pour ses déclarations fracassantes comme pour sa clôture de barbelés, Viktor Orban entend défendre sa ligne dure. Sur ce dossier, le Premier ministre hongrois plaidera la fermeté mercredi devant l'ONU. Il souhaite l'introduction de quotas mondiaux pour la répartition des réfugiés. Dans le reste de l'actualité, l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen s'étend. En plus de la maison mère, elle concerne désormais plusieurs de ses marques comme Audi, Skoda ou encore Seat. En tout, 11 millions de véhicules sont équipés de ce logiciel qui permet de fausser les contrôles anti-pollution. Un scandale qui devrait avoir des répercussions sur les ventes du groupe. Volkswagen pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial et pourtant, Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, se montre plutôt confiant. Bien sûr, c'est une crise très importante qui impacte l'image de la compagnie et cela va soulever des questions plus larges. Je suis certain que Volkswagen a la capacité de surmonter cette crise. Et là, je pense que la clé est la transparence. Ce que les gens veulent maintenant, c'est d'abord de savoir ce qui est arrivé vraiment. Et ensuite, savoir comment éviter que ça ne se reproduise. Bonsoir Lionel Friedfeld, vous êtes analyste financier. Il Bonsoir, a raison Daniel. D'être confiant, Pierre Moscovici. Il a raison, le cours de bourse vient de descendre de près de 40% depuis le début de la crise. C'est 29 milliards d'euros de capitalisation boursière qui viennent de s'évaporer. Donc il y a quand même des sujets à inquiétude et surtout l'indice Dow Jones vient d'exclure Volkswagen de son indice Sustainable Company, donc les sociétés durables. Donc il y a de quoi avoir effectivement des questions. Alors le management de la société se pose des questions, mais en fait il faut revenir, on s'en souvient en 2007, pourquoi il y a ces problématiques. Quand Volkswagen a voulu rentrer sur le marché américain, en fait, ils ont utilisé un petit logiciel pour truquer les émissions, notamment d'un certain dioxyde d'azote. Ils auraient pu utiliser une autre technologie, mais ça aurait impliqué qu'ils investissent près de 300 € par véhicule pour utiliser cette technologie propre. Donc aujourd'hui, c'est une décision qui a été prise en 2007 et qui a des répercussions dramatiques sur le groupe. Vous l'avez mentionné, le groupe. D'autres sociétés comme Audi, comme Seat notamment, qui annonçaient 700 000 véhicules qui auraient utilisé ce petit logiciel. Alors l'autre actu écho du jour, c'est le faramineux chiffre d'affaires d'Apple avec la sortie de l'iPhone 6S. Oui, on s'en souvient, il y a quelques semaines, iPhone avait notamment par rapport à l'iPhone 6S et 6S Plus, on se disait que les ventes d'iPhone diminuaient. Et bien, au contraire, près de 13 millions d'unités vendues dans le premier week-end de commercialisation, à comparer aux 10 millions qu'il avait effectués, notamment la dernière fois qu'avec Apple avait lancé des iPhones. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, merci à vous de nous suivre. Je vous retrouve dans un instant, restez là. La Syrie au cœur des débats à l'Assemblée générale de l'ONU. Moscou et Washington s'affrontent autour du statut de Bachar el-Assad, un dossier qui éclipse totalement la question israélo-palestinienne. Plus d'un demi-million de migrants ont traversé la Méditerranée en 2015. C'est ce que révèlent des chiffres de l'ONU publiés aujourd'hui. Face à cet afflux continu, l'Allemagne décide de durcir les conditions d'asile. Et enfin, après la crise des déchets, les Libanais se mobilisent désormais contre le rationnement de l'électricité. Des affrontements ont éclaté aujourd'hui devant le ministère de l'Eau et de l'Énergie, un mouvement qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne citoyenne qui a pris de l'ampleur pour dénoncer la corruption politique. Débat à suivre dans un instant. Merci de nous rejoindre sur i24 News. C'est la suite du Grand Direct en France. Bernard Tapie fait monter les enchères alors que la Cour d'appel de Paris reprend à zéro l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires réclame plus d'1 milliard d'euros alors qu'il accuse la banque de l'avoir floué lors de la revente de l'équipementier. Le litige remonte au début des années 90. Le récit de Léa Berdugo. Bernard Tapie revoit ses réclamations à la hausse. Il demande entre 516 millions et plus d'1 milliard d'euros à la justice. L'homme d'affaires dit vouloir obtenir réparation du préjudice économique lors de la vente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. À cela, il ajoute 50 millions d'euros pour préjudice moral. Lors de cette nouvelle audience devant la Cour d'appel, ses avocats se sont présentés confiants. Ils disent avoir de nouvelles preuves sur la préméditation du Crédit Lyonnais, notamment une note qui évaluait Adidas à plus de 2 milliards d'euros, montant auquel
laquelle l'entreprise a été introduite en bourse, alors qu'en 1992, elle a été cédée pour 318 millions d'euros. Nous avons notamment insisté sur toutes les pièces du dossier pénal qui sont venues enrichir cette affaire. Nous avions gagné en 2005 et avec les pièces du dossier pénal, nous devrions gagner encore davantage. Pour les avocats du consortium de réalisation, la structure chargée de gérer l'héritage du Crédit Lyonnais, les sommes demandées par Bernard Tapie sont outrageantes. C'est aberrant, exorbitant, c'est à l'image des 45 millions de préjudice moral que le tribunal arbitral, entre guillemets, avait cru pouvoir accorder. C'est aberrant. La saga dure depuis 2005. Cette année-là, la Cour d'appel de Paris a condamné le CDR à verser 135 millions d'euros à Bernard Tapie. Jugement cassé par la Cour de cassation en 2006. 2 ans plus tard, Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, met en place un tribunal arbitral. Résultat, Bernard Tapie a obtenu 405 millions d'euros. Un jugement extrêmement contesté et annulé en 2014 par la Cour d'appel de Paris. Voilà, et puis notez que selon une source judiciaire, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sera rendu le 3 décembre prochain. C'est le dernier épisode d'un mouvement citoyen qui prend de l'ampleur au Liban. La tension est montée aujourd'hui d'un cran autour du ministère de l'Énergie et de l'Eau alors que des manifestants protestaient contre le rationnement endémique de l'électricité. Des protestations qui prennent une dimension politique alors que le pays est toujours sans président. Débat à suivre dans un instant, mais d'abord le rappel des faits, c'est avec Joseph Emmanuel. À l'entrée du ministère de l'Énergie, un graffiti. Nous réclamons des comptes. Ils sont des dizaines de Libanais à être venus manifester. Une action surprise pour protester contre le rationnement endémique de l'électricité. Malgré les quelques vitres brisées, la rixe attendue avec les forces de l'ordre n'aura pas lieu, mais la colère est bien présente. Plus de 30 milliards de dollars ont été dépensés pour l'électricité et nous vivons toujours dans la pénombre comme au Moyen-Âge. Nous pouvons assurer que sans aucun doute que le problème de l'électricité au Liban, c'est la corruption et rien d'autre. Concrètement, dans une grande partie du pays, les Libanais payent 2 factures d'électricité. La première à la compagnie étatique Électricité du Liban, la seconde aux propriétaires de générateurs. Ils fournissent du courant à des prix exorbitants lorsque l'électricité publique est coupée. Une situation limite qui ne profite ni au peuple ni à l'État. On estime à 2 milliards de dollars le manque à gagner annuel de la compagnie d'électricité. Au Liban, le délabrement des services publics, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité ou du ramassage des ordures, suscite un grand sentiment de frustration. Les Libanais ont déjà exprimé leur colère pendant plusieurs semaines dans une crise des ordures qui durait plusieurs mois. Ce mouvement de protestation s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'une campagne citoyenne. Un mouvement un peu plus grand chaque jour. Les manifestations sont de plus en plus courantes. Elles mobilisent désormais des milliers de Libanais. 25 ans après la fin de la guerre civile, le Liban peine toujours à mettre en place les services et infrastructures de base au service d'une population excédée. Les protestations prennent une dimension politique. Le peuple dénonce une corruption généralisée de la classe politique. Et on en débat avec nos invités. J'accueille Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Tani Wakad, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Alors, c'est le dernier épisode d'un mouvement qui est plus global, d'un ras-le-bol de la population libanaise face au délabrement des services publics, face à la corruption politique. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Daniel, c'est très sympa de voir cette jeunesse libanaise dans les rues, mais je crains que tant que la division politique au Liban elle est à l'état où on est, cette mobilisation de la jeunesse libanaise restera très limitée. Il faut comprendre, on a parlé de la corruption de la classe politique. On ne peut pas exclure ni ce parti, ni l'autre, ni ce courant, ni l'autre de cette corruption. Le système politique libanais, il est basé sur une répartition confessionnelle qui elle est à la source de cette corruption politique. Quand le parti de Saad el-Hariri, une entreprise identifiée avec lui, reçoit cet appel d'offres, une autre compagnie identifiée avec le Hezbollah gagne un autre appel d'offres, ça ouvre la porte à toute cette corruption. Alors vous parlez de cette division et pourtant confessionnelle, et pourtant cette jeunesse qui se mobilise, eh bien cette mobilisation elle va au-delà de ces divisions interconfessionnelles. Vous pensez que ce mouvement citoyen il peut se traduire sur la scène politique ?
Je ne sais pas, enfin, c'est prématuré de le dire, mais je crois que nous, on est en face de ce qu'on appelle le printemps libanais. Genre printemps libanais, à la libanaise, disons. Je crois qu'il y a un phénomène ici qui est très, très, très important qu'il faut prendre en considération. C'est vrai que le régime ou le leadership libanais, il est confessionnel depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit le président, que ce soit le chef de l'État, que ce soit tout... Enfin, les ministres, ils sont confessionnels. Ceux qui descendent dans la rue, ce n'est plus la confession. C'est plutôt tous les Libanais, les jeunes, c'est la jeunesse libanaise, qui, comme vous le dites, ils ont le ras-le-bol de cette confession-là. C'est un mouvement qui... Celui qui l'a commencé, c'était Michel Aoun. Il a commencé ceci en disant, genre, que le Liban pour tous les Libanais, sans aucune confession. Et ça a pris comme un feu, disons, qui a pris très vite. Donc je crois que nous sommes en face ici d'un phénomène, mais qui n'a pas suffisamment de force pour amener à un changement. Parce que la paralysie politique interne, elle est due à cause du confessionnalisme, à cause de Hezbollah, à cause de tous les mouvements politiques qu'on a au Liban, qui font que la paralysie, on n'a pas un président, on n'avance en rien, on fait rien du tout, et chacun, disons, prend en charge ce... Combien de temps ça peut durer encore cette situation? Je veux continuer, monsieur l'ambassadeur. Il parle de la paralysie politique, mais il faut comprendre, quand on parle du Liban, au Yémen, c'est une guerre, c'est la violence qui prend forme de la tension entre l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite. Et au Liban, c'est exactement la même situation. Il y a des forces loyales, fidèles à l'Iran, Hezbollah, compagnie et ses partenaires. Il y a des forces loyales à l'Arabie saoudite et la France et l'Occident. Et c'est par ces perspectives qu'on juge toutes les différentes crises. Une fois c'est la crise des déchets, une autre fois c'est la crise de l'électricité. Il y a une division politique due au fait que les partis politiques libanais ont des agendas non pas proprement libanaises, mais celles qui servent des des superpowers régionales comme l'Arabie, superpuissance comme l'Arabie saoudite et l'Iran. Et tant que Hezbollah d'un côté et le courant d'Al-Mustaqbal de Saad al-Hariri et leurs partenaires chrétiens ne se mettent pas d'accord sur un système électoral proportionnel qui donne la représentation à toutes les forces libanaises, je crains qu'aujourd'hui on parle de la crise d'électricité, demain on parlera d'une autre crise. Mais est-ce que le Liban est seulement une caisse de résonance de cet affrontement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ou bien ces deux puissances sont en train de déstabiliser la région? Est-ce qu'elles ont intérêt à le faire aujourd'hui? Non, regardez, enfin, le Liban était toujours une caisse de résonance. Ça dépend de l'époque. Et on l'a vu auparavant aussi. Mais quelques petites choses, enfin quelques petits exemples. Vous avez parlé de la crise de l'électricité. Rien de nouveau. Je crois que depuis 1982, que je me souviens, la guerre du Liban, la moitié des Libanais avaient un générateur à la maison. Ils n'avaient pas l'électricité, disons, de l'État. Et lorsque vous parlez, par exemple, de changer le système, comme Ali vient de dire, je crois que c'est impossible. Parce que c'est à cause de la paralysie politique. Personne ne va changer Taïf ou le consentement qu'on a eu à Taïf. Pas véritablement de printemps arabe en vue. Ben regardez, le problème, c'est que le Liban ou les Libanais, ils ont la force d'absorber ce genre de choc, de choc ou de crise, disons, que ce soit les déchets. Les déchets n'ont pas été solutionnés jusqu'à présent, et ça existe toujours. Non plus l'électricité. Demain, ça sera quelque chose d'autre. Le vrai problème au Liban, c'est le confessionnalisme, et il n'y a pas une force politique, que ce soit la jeunesse ou autre, qui puisse changer, parce que personne ne veut changer cela. Peut-être Taïf ne sera pas mis en question. Taïf, c'est l'accord signé par les différentes forces politiques en Arabie saoudite dans les 80. Mais le fait que le Liban, ça fait plus qu'un an, il est sans président. Auparavant, c'était aussi. Signifie que Taïf n'est pas si sain et si sacré comme il était il y a quelques années. Les forces politiques n'hésitent pas à toucher les vaches les plus sacrées de la politique libanaise. Je crois que l'accord de Taïf, il est sacro-saint pour la simple raison. Il a reconduit de nouveau la division confessionnelle dans le sens que le président chrétien, le premier ministre sunnite, le chef du parlement chiite. Pour changer Taïf, c'est tout simplement écraser tout cela, détruire tout cela. Personne ne le veut pour l'instant au Liban. C'est vrai qu'on cherche une solution. Il n'y a pas de président, ça fait 9 mois. On peut sortir de l'impasse comme on a sorti de l'impasse auparavant. Je vous rappelle, lorsque Amin Gemayel a démissionné, il n'y avait pas un président.
Il n'avait pas de président pendant 1 an et demi. Ensuite, il a eu un président. Il faut arriver à un consensus. Celui qui bloque ce consensus pour l'instant, c'est Hezbollah à travers l'Iran, ou l'Iran à travers le Hezbollah, parce qu'ils veulent qu'il y ait un président qui soit à de leur choix. Vous êtes d'accord, c'est le Hezbollah la clé? Le Hezbollah, bien sûr, est une clé principale, mais il n'est pas le seul. C'est pour cela qu'il y a à l'heure actuelle un dialogue entre le Hezbollah et Rafik al-Hariri. Rafik al-Hariri est soutenu par la France et par l'Arabie saoudite pour essayer de se mettre d'accord sur un nouveau système électoral proportionnel qui donne plus de représentation aux forces politiques libanaises. Daniel, le Hezbollah représente la communauté chiite qui est la majoritaire au Liban, mais elle est minoritaire dans la répartition du pouvoir, dans la répartition des postes gouvernementaux. Et c'est à travers le système électoral que le Hezbollah espère renforcer son influence et celle de ses alliés chrétiens. Oui, puis cet équilibre fragile, il faut le dire, il est encore plus menacé par la crise des réfugiés. Regardez, tous les réfugiés ne viennent pas du Liban. Il y a des réfugiés, mais depuis 1948, que je me souviens, il y a eu des réfugiés libanais. La moitié des réfugiés syriens. Voilà, des réfugiés syriens qui viennent. Enfin, c'est 1 million syriens, de réfugiés, c'est l'équivalent de la population mais libanaise. Regardez, en Turquie, il y a les réfugiés, il y a en Jordanie. Je crois que la solution des réfugiés inclut celui des Libanais. Ce sera lorsqu'on va trouver une solution à la Syrie. On ne trouve pas la solution pour l'instant. Et le gouvernement libanais absorbe ces gens-là, mais ils ont arrêté de recevoir de nouveau. Mais ils vont solutionner cette question-là dès l'instant que le problème avec la Syrie sera solutionné. Pas avant cela. Vous êtes d'accord, le pays peut résister à cet afflux de réfugiés syriens? Il peut résister, il résiste, mais je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec la Turquie. L'économie libanaise n'est pas celle de la Turquie. L'économie libanaise est très fragile, elle souffre d'une situation de chômage, etc., etc., etc. Mais je pense que la clé, c'est une entente entre Hezbollah et les représentants de l'Arabie saoudite, voire le courant d'Al-Mustaqbal et les chrétiens modérés. Sans cette entente politique, on aura toujours des crises d'ordre social, mais qui camouflent la vraie raison, et c'est la division politique qui est, elle, à la base de la corruption politique du Liban. Et puis chacun qui préserve ses intérêts aussi, finalement. Absolument. Comment est-ce que... Vous savez, Daniel, quand on parlait de la crise de l'électricité, c'était parce que la compagnie responsable du ramassage des poubelles émanait d'un groupe qui était proche du groupe financier de Saad al-Hariri, l'ancien Premier ministre sunnite proche de l'Arabie saoudite. Et le ministre de l'Environnement était un représentant du Hezbollah qui n'a pas voulu renouveler le contrat à cette compagnie. Il voulait une compagnie proche des intérêts de Hezbollah. Et tout ça, c'est vrai. Enfin, cette description, les détails, c'est vrai. Mais la peur bleue de tout le monde au Liban, c'est de déstabiliser, disons, l'équilibre confessionnel qui est tellement cher à tout le monde. Parce que c'est depuis la création de l'État libanais. Et ils ont arrivé avec Taïf à une solution qui s'appelle, que tous les Libanais le disent, ni vainqueur ni vaincu. Ils ne veulent pas déstabiliser cet équilibre-là. Il ne faut pas arriver à une situation comme quoi on écrase ou on détruit complètement. Parce que ce sont les richesses du Liban. Parce que ça sera de nouveau la guerre civile. Et personne n'a besoin d'une guerre civile aujourd'hui. Merci beaucoup Yitzhak Levanon, Ali Ouakkad, d'avoir participé à ce débat donc, sur la situation au Liban qui reste tendue avec cette crise politique toujours sans solution. En bref, le bilan de l'attaque aérienne qui a visé une fête nuptiale dans le sud-ouest du Yémen hier s'est considérablement alourdi. Selon des médecins, ce sont 131 personnes qui ont été tuées, une majorité de femmes et d'enfants. Si ces chiffres sont aussi élevés que suggérés, cela pourrait être l'incident le plus meurtrier depuis le début du conflit. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du haut-commissaire des Nations Unies chargé des droits humains. Et on prend la direction de l'Ukraine avec l'ouverture aujourd'hui du procès de 2 soldats russes présumés. Ils ont été capturés dans l'Est rebelle et sont accusés d'avoir combattu contre l'armée de Kiev. Moscou, qui dément farouchement toute présence de ses troupes en Ukraine, les présente comme d'anciens militaires. Les précisions de Mel Benoliel. Membres des forces spéciales pour les uns, anciens militaires pour les autres, ces 2 Russes ont été arrêtés par les forces de sécurité ukrainiennes dans l'est du pays il y a quelques mois. Et ce mardi, le procès d'Evgeny Erofeyev et Alexandre Alexandrov s'est ouvert à Kiev. Une première audience dite préparatoire. Présents lors de cette dernière, ils ont répondu aux questions posées par le juge.
Les mesures préventives qui ont déjà été prises à l'encontre d'Evgeny Yerofeyev, né le 17 janvier 1985, et d'Alexander Alexandrov, né le 7 janvier 1987, vont être prolongées jusqu'au 21 novembre 2015 inclus. Capitaine et sergent, les deux hommes sont notamment visés pour participation à une guerre agressive et au terrorisme, selon leur avocate. Ils ont été capturés le 16 mai dernier après avoir été blessés par des tirs sur la ligne de front lors d'affrontements avec des soldats ukrainiens. Mais pour le Kremlin, il ne s'agit uniquement que d'anciens militaires. Les accusations ne peuvent pas se baser sur des preuves matérielles qui ont été obtenues illégalement et qui reposent sur des hypothèses. Toutes les vidéos ont été filmées sans la présence d'un avocat et après que j'ai subi des pressions tout en étant après mon opération. Des vidéos diffusées par les autorités au moment de l'arrestation dans lesquelles les deux hommes ont avoué être rentrés en territoire ukrainien plus d'1 mois auparavant avec plus de 200 autres militaires russes pour effectuer des missions de renseignement dans l'est de l'Ukraine en compagnie des troupes rebelles qui affrontent Kiev. Mais de son côté, Moscou dément toujours farouchement toute présence de ses troupes en Ukraine. Et pour décrypter la portée de ce procès, nous sommes en ligne avec Laurent Chamontin, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce procès de 2 soldats russes en Ukraine, c'est la preuve de la présence militaire russe dans le pays? Disons que c'est un élément de preuve parmi d'autres. Et je veux dire, je pense qu'il faut vraiment être aveugle pour considérer que la Russie n'est pas présente. Moi, je prendrais même la question dans l'autre sens. Hein, on vient de parler de rebelles ukrainiens. Qu'est-ce qu'on a comme preuve de l'existence de rebelles ukrainiens en Ukraine? Alors en tout cas, où il en est ce conflit en Ukraine, le cessez-le-feu a été bafoué à maintes reprises. Quel est l'équilibre des forces aujourd'hui? Pour le moment, on est clairement dans une phase d'accalmie parce que, en fait, Vladimir Poutine voit bien que, contrairement à ses espoirs, eh bien, l'instrumentalisation des populations russophones dans l'est de l'Ukraine n'a pas marché. Si vous regardez sur une carte, il a mis la main sur la Crimée, ça c'est clair. Il a réussi à grignoter un petit morceau à l'est de l'Ukraine, mais il est loin d'avoir entraîné un mouvement irrésistible de tous les russophones de l'Ukraine. Si vous voulez, c'est le problème de fond, c'est que au départ, et certains de vos confrères qui étaient peut-être un peu pressés ont pris comme du bon pain l'idée qu'il y avait un mouvement séparatiste dans l'est de l'Ukraine. Moi, je vois clairement un mouvement séparatiste en Catalogne, ça c'est clair. Mais dans l'est de l'Ukraine, à part cette grille d'explication un petit peu trop simple, et puis évidemment la propagande du Kremlin, moi je vois une stratégie de guerre couverte qui s'est enlisée. Merci pour ce décryptage, Laurent Chamontin. Et puis, dans le reste de l'actualité, cette nouvelle mesure en France pour mieux lutter contre le cancer du sein. Les conditions de remboursement du dépistage sont désormais élargies. On en parle avec vous, Léa Berdugo. Oui, alors effectivement, jusqu'à présent, eh bien, seules les femmes âgées de 50 à 74 ans pouvaient se faire rembourser une mammographie de dépistage, et cela tous les 2 ans. Désormais, les femmes à risque élevé ou très élevé eh bien, pourront bénéficier d'examens gratuits, et cela quel que soit leur âge. Quand est-ce que la mesure sera effective? Au printemps prochain, nous dit Marisol Touraine, la ministre de la Santé, car s'il est détecté assez tôt, eh bien, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Les femmes n'ont pas toutes les mêmes risques de développer la maladie. Celles qui ont des antécédents familiaux ou alors des mutations génétiques rares eh bien, sont plus enclines à la développer. Ces femmes-là pourront donc bénéficier d'une prise en charge à 100% d'un suivi rapproché tous les 2 ans ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire. Alors un chiffre, selon l'Institut national du cancer, 20% des femmes ont des risques d'avoir un cancer du sein avant 50 ans.
Alors en tout cas, cette annonce, elle intervient alors que se lance la campagne internationale intitulée Octobre Rose. Oui, exactement. Hier soir, la Tour Eiffel s'est illuminée de rose. L'objectif est bien sensibiliser la population pour des dépistages plus fréquents, car en 2012, les femmes n'étaient qu'un peu plus de 50% à participer, alors que l'objectif européen est fixé à 70%. Alors pour y parvenir, Marisol Touraine a annoncé le lancement d'une concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage, avec notamment l'ouverture d'un site créé pour recueillir des avis. L'Institut national du cancer va également piloter des réunions de concertation sur l'intérêt et l'organisation du dépistage du cancer du sein. Alors au sein de ces réunions, il y aura 20 femmes représentatives des Français et également 20 professionnels de la santé. Alors quels seront les résultats? Rendez-vous l'été prochain pour la publication d'un rapport. Le but étant toujours d'avoir le plus de dépistage possible. On va en parler justement avec Dominique Jourdain, radiologue spécialiste de l'imagerie de la femme. Bonsoir. Bonsoir. Alors quels sont les critères pour savoir si une patiente présente un risque élevé ou très élevé? Eh bien écoutez, nous avons établi une liste de critères qui sont maintenant reconnus par la société médicale. Il s'agit des antécédents familiaux qui sont très importants. On considère que les femmes qui ont dans leurs ascendants directs des antécédents de cancer du sein ou de l'ovaire sont particulièrement à risque. Également, il y a les patientes qui sont susceptibles d'avoir une mutation de certains gènes, tels que le gène BRCA1 ou le gène BRCA2. Également, d'autres facteurs de risque ont été dénombrés, tels que le fait de ne pas avoir d'enfants ou bien de les avoir tardivement. Chez les femmes qui sont en surpoids également. La sédentarité a également été invoquée. La prise de contraceptifs oraux pendant une longue période également. Et il y a d'autres pistes également, comme des pistes environnementales qui sont actuellement également à l'étude. Alors en tout cas, le cancer du sein aujourd'hui est le type de cancer le plus meurtrier chez la femme. Où en est la recherche aujourd'hui pour lutter contre la maladie? Écoutez, actuellement, on est plutôt dans la phase de prévention, c'est-à-dire qu'on a tendance, comme vous l'avez souligné avec notre ministre, à élargir un petit peu le dépistage et à commencer plus tôt chez certaines femmes qui sont susceptibles de développer ce type de cancer. Mais il y a également des pistes thérapeutiques, notamment des vaccins qui ont été testés dans un premier temps chez la souris et qui actuellement semblent donner de bons résultats dans certaines formes de cancer, et notamment permettrait d'arrêter la progression du tissu tumoral dans 40 à 80% des cas dans certaines études qui ont été faites aux États-Unis. Merci. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dominique Jourdain. Je rappelle que vous êtes radiologue spécialiste de l'imagerie de la femme. Et on en vient à cette contre-offensive de l'armée afghane contre les talibans à Kunduz. Épaulés par un soutien aérien américain, les soldats afghans tentent de reprendre ce carrefour stratégique du nord aux rebelles qui s'en sont emparés hier. C'est une première depuis la chute de leur régime en 2001. Explication, Maxime Pérez. Pour les talibans, l'euphorie aura été de courte durée. Épaulée par un soutien aérien américain, l'armée afghane est entrée dans Kunduz mardi pour tenter de reprendre ce carrefour stratégique du Nord aux rebelles talibans qui s'en sont emparés la veille. Une première depuis la chute de leur régime en 2001. La contre-offensive, menée par des renforts venus de plusieurs provinces, aurait déjà permis de reprendre le quartier général de la police et de la prison, vidé lundi de ses détenus par les insurgés. Sur les 600 prisonniers libérés, 110 étaient des talibans. Les forces de sécurité afghanes ont progressé dans la province de Kunduz. Elles ont repris plusieurs bâtiments gouvernementaux. De nouveaux renforts sont encore arrivés à Kunduz et Bagla et un bataillon de l'armée nationale est également en route. Sur le terrain, l'armée afghane ne peut plus guère compter sur l'appui des forces étrangères de l'OTAN, dont les 13 000 soldats encore déployés dans le pays se limitent à conseiller et former leurs homologues afghans. La prise de Kunduz, ville de 300 000 habitants, a un impact d'autant plus grand qu'elle est intervenue lundi tout juste un an après l'avènement du gouvernement d'unité nationale d'Ashraf Ghani. Proche des Occidentaux,
Il avait été élu sur la promesse de ramener la paix dans un pays déchiré par plus de 30 années de conflit, dont 14 avec les talibans. En France, en bref, Dieudonné expulsé du théâtre de la Main d'Or où il se produit depuis plus de 15 ans. Son expulsion avait été demandée par les propriétaires de la salle. Le tribunal de grande instance de Paris a donc ordonné l'expulsion de Dieudonné. Dieudonné qui a été condamné à plusieurs reprises pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale. Il avait été également condamné à 22 500 € d'amende pour des propos antisémites dans un de ses spectacles. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Direct. Il sera notamment question de cette grande annonce de la NASA. On a trouvé de l'eau sur Mars. Qu'est-ce que ça signifie concrètement cette découverte? On tentera d'y voir plus clair dans cette édition. En attendant, vous avez rendez-vous avec Alice de Comarmont. C'est le tour de l'actualité internationale en 10 minutes. Restez avec nous. De retour sur le plateau du Grand Direct. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est un des mystères de Mars qui vient d'être résolu. Il y a bien de l'eau à l'état liquide sur la planète rouge. Cette découverte majeure de la NASA laisse imaginer une vie sur cette planète. Décryptage dans un instant, juste après ce rappel des faits de Joseph Emmanuel. C'est peut-être un pas de plus vers une planète habitable. De l'eau a été trouvée sur Mars. Mars est un énorme caillou sur lequel il fait très froid, moins 63 degrés, quand il fait 15 degrés en moyenne sur la Terre. Et pour avoir de l'eau à moins 63 degrés, il faut obligatoirement du sel dans l'eau. On a trouvé du sel dans l'eau, il y a donc de l'eau liquide sur Mars, une révolution dans le monde scientifique. Aujourd'hui, nous sommes en train de révolutionner notre compréhension de cette planète. On constate qu'il y a beaucoup plus d'humidité dans l'air que nous n'aurions pu l'imaginer. Les sols sont humides, hydratés, pleins d'eau. Ces découvertes sont très importantes, mais elles ne sont qu'une partie du cycle hydrologique de Mars, que nous commençons à peine à comprendre. Nous commençons donc à comprendre que Mars n'est plus le monde mort et désertique que l'on pensait. On croyait la connaître depuis son survol par Mariner 4 en 1965, mais on ne la connaissait pas si bien. L'eau coule encore sur Mars, des écoulements sur des flancs de cratères, très différents de ceux qu'on connaissait. Ils sont plus petits, apparaissent en été et disparaissent en hiver, preuve que le phénomène est non seulement actif en ce moment même, mais aussi sensible aux variations de température. Une question se pose maintenant, d'où cette eau provient-elle? Personne ne le sait encore. L'objectif de la prochaine mission semble donc tout dessiner. Naturellement, qui dit eau dit vie. La NASA est donc aujourd'hui très enthousiaste. Elle laisse entendre que l'environnement humide pourrait héberger des formes de vie primitives, une idée farfelue pour la plupart des scientifiques. Car les sels en question contiennent du chlore, un puissant antibactérien, de quoi nettoyer immédiatement toute forme de vie qui tenterait d'émerger. Au milieu d'une foule de nouvelles questions soulevées, une chose est sûre, la planète rouge est donc un peu bleue. Et en ligne avec nous, François Forger, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'exploration spatiale. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec cette découverte, finalement, la question de la vie sur Mars n'est plus abstraite aujourd'hui. Bon, elle est encore un petit peu, parce que ce qu'on a trouvé là, c'est des sables mouillés. Vous avez vu, comme on a dit, dans des conditions extrêmement salées, des saumures. Et donc, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que c'est une jolie découverte scientifique. On avait fait des hypothèses, on a tranché en menant une enquête. Et donc, oui, on a cet environnement, ce sable mouillé intrigant. Mais de là à dire qu'il y a de la vie sur Mars, on en est loin, bien sûr. Alors justement, quel type de vie il peut avoir sur Mars? Quelles sont les pistes qui sont explorées aujourd'hui? Sur le type de vie, eh bien, si on admet donc qu'il y a un environnement avec propice à l'eau liquide, de manière saisonnière, donc du sable mouillé, il faudrait quand même une forme donc ce sont des bactéries capables de vivre dans des conditions extrêmement salées, avec effectivement ces sels qui sont des perchlorates, comme on a dit, donc qui sont techniquement, on va dire que c'est un fort oxydant, ça a tendance à stériliser, donc il faut des bactéries extrémophiles qui sont capables
de supporter ce genre de conditions. Bon, après tout, la vie s'adapte à énormément de choses sur Terre, donc c'est difficile de réfuter la possibilité qu'il y ait une chimie organique de la vie, mais c'est pas sûr du tout et ça va pas être facile d'enquêter. Et qu'est-ce que ça veut dire également pour les futures missions, justement, habitées sur la planète rouge, puisque certains affirment que les astronautes vont pouvoir trouver sur place l'eau nécessaire à leur vie. Elle est salée, ça voudrait dire qu'il faudrait la traiter. Alors, non, franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler comme ça, parce qu'en réalité, vous savez que sur Mars, de l'eau, il y en a quand même beaucoup. Dans de nombreux endroits, on sait qu'il y a de l'eau, mais de l'eau sous forme de glace. Et l'eau sous forme de glace, on peut en trouver sur certaines pentes, en moyenne latitude, assez facilement. Il suffit de creuser, puis ensuite de l'extraire. Et c'est beaucoup plus facile à trouver que ces petits sables mouillés. Alors, bien sûr, ce qui est dur à trouver sur Mars, c'est de l'eau liquide. Mais les astronautes n'ont pas besoin d'eau liquide. Ils peuvent trouver de la glace, puis la faire chauffer dans leur casserole pour avoir de l'eau. Donc, je pense que l'intérêt de cette découverte n'est pas pour les astronautes, vraiment. C'est surtout, justement, par rapport à d'abord, c'est un mécanisme géologique assez étonnant. Et puis, d'autre part, on peut spéculer sur la possibilité de vie. Pour les astronautes, ne vous inquiétez pas, ils iront trouver de la glace beaucoup plus facilement. Alors, spéculons, justement, est-ce que ça veut dire qu'un jour, il y a la possibilité de voir des hommes sur Mars? Des hommes, vous avez dit, excusez-moi. Oui, des hommes. De toute façon, ce ne serait pas en lien. Bien sûr que tout le monde, les agences spatiales souhaiteraient pour envoyer des astronautes là-bas, et puis beaucoup de citoyens dans le monde, tout le monde rêve un petit peu de voir cette aventure son vivant. La difficulté, c'est que même si techniquement on est capable de le faire, on est capable d'avoir des grosses fusées, d'envoyer des astronautes, les poser à la surface, ça demande énormément de travail d'ingénierie, d'études, donc de payer des ingénieurs pendant des dizaines d'années, de nombreux ingénieurs, et donc ça coûte très très cher. Et avec le budget actuel de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et des autres agences spatiales dans le monde, en fait, il va falloir des dizaines d'années. Et à moins qu'il y ait un changement, un peu comme il y a eu pour l'émission Apollo dans les années 60, pour aller sur la Lune, eh bien, on ne va pas y aller tout de suite, quoi. Donc, c'est avant tout un problème financier. Si effectivement on découvrait une vie sur Mars, on n'en est pas là du tout, ce serait peut-être une motivation supplémentaire. Mais pour l'instant, c'est avant tout un problème d'argent et du temps que ça va prendre. Et on peut rêver en attendant. Merci beaucoup François Forget pour ces explications. Allez, on quitte l'espace direction les podiums. Coup d'envoi aujourd'hui de la semaine de la mode, la Fashion Week parisienne. Alors à l'ombre des géants de la mode, il y a aussi les jeunes créateurs qui vont tout faire cette semaine pour s'attirer les projecteurs, comme nous l'explique Myriam Amman. Après Milan, New York et Londres, la Fashion Week débarque à Paris pour présenter les collections printemps-été 2016. Il y aura évidemment les grands noms de la mode comme Vanessa Bruno, Hermès ou encore Dior. Et aux côtés des grands noms, des jeunes créateurs prometteurs sauteront le pas. Bien sûr, c'est un challenge de montrer son travail en même temps que des maisons prestigieuses et d'autres nouveaux venus. C'est clairement un défi. Exposer sur les podiums parisiens est d'autant plus prestigieux pour les jeunes créateurs que la place est chère. Il y a beaucoup de créateurs internationaux derrière les grandes marques et de plus en plus de jeunes gens travaillent de manière indépendante un peu partout. New York est peut-être la ville la plus ouverte à cela. En France, il est généralement plus difficile de se faire une place. Je pourrais dire que Paris serait ma destination idéale si je pouvais choisir. Si je pouvais venir ici et travailler avec une marque française, ce serait un rêve. Le plus difficile est de se démarquer, sortir du lot. La Fashion Week est souvent un tremplin. Cette idée d'héritage dans le vêtement, dans le sportswear américain, prend vraiment sens quand je le mixe avec les influences culturelles de Paris ou de Londres. Donc cela m'aide à me différencier des autres créateurs de ma génération. En tout cas, j'espère. Sur les podiums parisiens, jeunes créateurs et maisons célèbres défileront jusqu'au 7 octobre sous le regard attentif des amateurs et professionnels de la mode. Il y a quelques années, elles étaient quasiment inexistantes, mais aujourd'hui, on les croise de plus en plus sur les cartes des restaurants, dans les rayons des supermarchés. Ce sont des bières artisanales. En Israël, elles se sont fait une place à côté des géants du secteur. Elles représentent désormais 5% du marché des boissons locales et certaines sont même fabriquées à base de produits particulièrement appréciés des Israéliens. Vous le verrez, comme par exemple les pois chiches. Dans ses cuves métalliques, Brian Midan prépare une mixture bien à lui. Une bière artisanale
faite à base de pois chiches, de dattes ou de sarrasin. Installé dans le nord d'Israël, il a un objectif, faire une bière sans gluten. Je brassais déjà de la bière chez moi pour voir et apprendre comment faire de la bière sans gluten, comment travailler avec le sarrasin. Et un jour, nous sommes allés dans une autre brasserie qui a commencé à brasser notre bière. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché pour ça. Le phénomène des micro-brasseries artisanales se développe en Israël. D'après une étude, il en existe 32 au total et elles représentent aujourd'hui 5% du marché. Une niche qui surfe sur la tendance du sans gluten et des produits locaux. Il y a 9 ans, David Cohen ouvrait le Dancing Camel, un bar à bière situé au milieu des cuves de sa brasserie. C'est fantastique. Je veux dire, personnellement, quand j'ai ouvert la brasserie, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gratifiant de faire partie d'un mouvement. Reste une inconnue avant de se servir une bière artisanale, le goût. Ce sont des bières souvent moins filtrées et pasteurisées que dans la grande consommation. Moi aussi, je brasse de la bière à la maison. J'achète le matériel et je brasse ma propre bière en faisant des expériences. Parfois, c'est bon, parfois, c'est pas bon. Mais c'est la beauté de la chose. Pour les puristes de la bière, ne pas utiliser d'orge ou de blé est une hérésie. Mais difficile de résister à l'envie de goûter une bière au miel de dattes ou au baies de genévrier. Allez, on referme cette page lifestyle pour parler de cette nouvelle offensive de l'armée turque en Irak. 30 combattants kurdes ont été tués cette nuit au cours d'une opération dans le nord du pays. C'est là que se trouvent des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan. Steve Jourdain nous en dit plus. Sur ces images fournies par Ankara, des positions du PKK bombardées par l'aviation turque. Très peu d'indications sur la localité exacte. Probablement le nord montagneux irakien. Depuis juillet, la rupture de la trêve entre la Turquie et les rebelles kurdes, le scénario est connu. Il se répète inlassablement. Nos forces de sécurité poursuivent leurs opérations sans relâche, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous avons mené des opérations transfrontalières de nuit et plus de 30 terroristes ont été tués. Nous ne nous arrêterons pas là, nous ne prendrons pas de pause et ces opérations vont continuer. Selon la presse turque, près de 1000 rebelles kurdes auraient été éliminés par Ankara depuis juillet. Plusieurs régions du nord de l'Irak avaient déjà été visées début septembre. Des forces terrestres y avaient même mené des incursions. Objectif, traquer les militants du PKK, dont les camps s'étendent sur les hauteurs irakiennes. En Turquie, ces bombardements ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique. De nombreuses personnalités reprochent à Erdogan de jouer sur la fibre nationaliste afin de resserrer les rangs autour de son parti. Aux dernières législatives de juin, l'AKP d'Erdogan avait perdu la majorité absolue au Parlement. Le 1er novembre prochain, les Turcs voteront à nouveau pour élire leurs députés. Le fondateur de l'AKP mettra alors son avenir politique en jeu. Et puis la Centrafrique qui connaît un nouvel accès de violence interreligieuse. Après un week-end d'affrontements meurtriers, la capitale Bangui s'est réveillée sous les barricades aujourd'hui. Des violences qui ont fait au moins 40 morts. Elles ont démarré avec l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi. On fait le point en images. Pour le 3e jour consécutif, Bangui est plongé dans le chaos. Attaques et scènes de pillage se multiplient. Certains parlent des journées les plus sanglantes depuis plus d'1 an. Malgré le couvre-feu décrété par le gouvernement et la dispersion quasi systématique des attroupements, les manifestants descendent dans la rue. C'était relatif aux assassinats qui a eu lieu depuis 2 jours dans le secteur 3e arrondissement. Voilà pourquoi les gens se sont manifestés, ils sont entrés en colère, ils ont barricadé, ils ont demandé le redéploiement immédiat des FACA et puis que la sécurité reprenne dans toute l'étendue du territoire. L'assassinat d'un jeune chauffeur de taxi dans un des derniers fiefs musulmans de la capitale a en effet mis le feu aux poudres. Les représailles des milices musulmanes n'ont pas tardé et les tensions intercommunautaires mettent la ville à feu et à sang. À qui profitent les crimes? Certains attribuent les violences à l'entourage de l'ancien président François Bozizé, déposé par les rebelles de la Séléka en 2013. D'autres affirment que certains milieux politiques ont intérêt à retarder le processus de transition engagé depuis 2014.
La présidente de transition, justement, Catherine Samba, a écourté son voyage à New York. Elle assistait à l'Assemblée de l'ONU. Elle est rentrée en urgence. Depuis samedi, près de 30 000 personnes auraient été déplacées. Les ONG présentes sur place annoncent des dizaines de morts. Et on prend enfin la direction de l'Inde, troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre. Et à quelques semaines de la conférence sur le climat, et sous la pression de la communauté internationale, New Delhi a décidé de jouer la carte du solaire. Reportage. Sous le soleil du Rajasthan, du nouveau. Des milliers de panneaux solaires flambant neufs, symbole de l'appétit indien pour l'énergie renouvelable. Le gouvernement a décidé de renouveler les anciens panneaux du pays. Des mesures comme des allègements de taxes sont aussi proposées aux entreprises qui voudraient se lancer dans cette industrie naissante. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, le potentiel en Inde est immense. Le Premier ministre Narendra Modi a fixé l'objectif de fournir des millions d'habitants en électricité et réduire les pannes fréquentes. Le Premier ministre a fait passer les objectifs de 20 000 MW à 100 000 MW, une multiplication par 5 de ces objectifs. L'Inde ne le fait pas sous la contrainte ou quoi que ce soit. De nous-mêmes, nous pensons que c'est bien pour la planète et aussi pour le pays. C'est l'autre enjeu, et il est diplomatique. Redorer le blason indien face au réchauffement climatique. À quelques mois de la conférence sur le climat à Paris, l'Inde est en retard. Troisième nation la plus polluante, son énergie est générée à 60% par du charbon. Le charbon peut être une solution temporaire, mais il ne fait aucun doute que nous devons continuer à investir dans les sources d'énergie renouvelables. Et tout en faisant ça, nous devrions en même temps réduire notre dépendance à la production d'électricité reposant sur des énergies fossiles. Pour l'heure, les sources d'énergie durables sont loin de détrôner le charbon. Des parcs comme celui-ci nécessitent d'importants financements et des technologies de pointe. En attendant, le gouvernement a déjà prévu de doubler sa production domestique de charbon d'ici à 2020. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci à vous d'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actualité. 10 minutes pour faire le tour de l'actu internationale. Et c'est avec Alice de Comarmont. Passez une très belle soirée sur notre antenne.